bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. En 2017, il termine premier en junior au Grand Prix des Titans et en 2018, il finit troisième à IFBB France, catégorie bodybuilding, moins 75 kg. Alors après avoir côtoyé de très près le monde mystérieux et souvent obscur de la compétition en bodybuilding, Alexandre Grigorian décide de quitter sa région natale et de s'installer dans le sud-ouest de la France pour ouvrir sa première boutique de compléments alimentaires. Et s'en suivra quelques temps après l'ouverture de sa salle de musculation. Entre révélations sur le milieu très fermé de la compétition, les réflexions autour de sa passion que représente la musculation, Alexandre nous livre un super témoignage sur le monde du culturisme. Il va aussi nous partager ses idées, sa vision et de nombreux conseils sur l'entraînement et l'atteinte de ses objectifs, qui peuvent s'appliquer d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. Alors, dans cet épisode, vous allez apprendre pourquoi les physiques sur Instagram et sur Facebook sont en réalité des vitrines cachées, la raison principale qui fait que les compétiteurs ne parlent jamais de produits dopants entre eux. Vous allez découvrir jusqu'à combien d'argent peut dépenser un compétiteur en stéroïdes anabolisants par mois, même chez des athlètes amateurs. Nous verrons aussi les conséquences sur le corps de pousser des performances jusqu'à l'extrême. Alexandre va nous partager une petite technique particulière au soulevé de terre, deadlift, pour éviter de courber le dos et protéger ses lombaires. On verra aussi comment ouvrir sa boutique de compléments alimentaires en une semaine et ouvrir une salle de musculation en 1 mois et demi seulement. Comment développer une ambiance collective. On verra comment imaginer ses objectifs et comment les recréer dans la réalité. Je vous laisse maintenant écouter la discussion que j'ai eue avec Alexandre. Et je vous retrouve en fin d'épisode. Alexandre, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour à toi, Jérôme. Alors, pour te présenter brièvement, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu que tu avais fait 3e en men's classique en moins 2m75, premier en junior au Grand Prix des Titans 2017. Et tu as fait 3e à IFBB France, catégorie bodybuilding, moins 75 kg. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça exactement, avec quelques autres titres, mais c'est approximativement ça, oui. Ma première question, ça va être comment t'es venue l'idée de faire de la compétition ? Est-ce que t'as commencé la musculation et directement c'est quelque chose qui t'a motivé ou il y a eu un certain laps de temps ? Alors moi j'ai tout d'abord commencé mes activités sportives par le judo. C'est mon premier sport, j'ai fait du judo depuis donc maintenant l'âge de 4 ans. Bon, c'était pas de compétition, c'était juste du loisir. Je me suis rendu compte au bout de 10 ans de judo que j'étais quand même pas mal en compétition, que je commençais à avoir beaucoup de titres, les gens commençaient à me connaître. C'est vrai que dans le judo aujourd'hui, l'évolution, bon voilà, c'est pas encore ça. Donc bon, j'ai gardé mes acquis en judo et j'ai enseigné aux plus jeunes. Et c'est vrai que après ce petit parcours, j'avais un petit laps de temps où je faisais rien et j'ai commencé à me mettre à la musculation en tant que loisir au départ, juste pour avoir un corps comme à peu près tout homme aujourd'hui. J'ai commencé par la musculation et donc avec les années de pratique de musculation, j'en suis venu à acquérir, on va dire, pas l'excellence, on pourrait pas dire ça, mais à essayer de tirer mon corps jusqu'au bout. Donc je me suis mis aux compétitions. Est-ce que le judo t'a aidé quand t'as commencé, t'as réussi à trouver des points communs entre l'entraînement en judo? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à atteindre plus facilement certains objectifs en musculation? Alors je pense que oui, parce que j'avais déjà une très bonne base au niveau morphologique et surtout au niveau force avec le judo. Il y a beaucoup de tirage au judo, donc il y a beaucoup de force aussi. Donc oui, je pense que le judo m'a beaucoup apporté pour avoir une très bonne base et pour pouvoir commencer avec une base, quoi. Quels ont été tes premiers objectifs quand tu as démarré, avant de vouloir te lancer dans la compétition? Tu m'as dit que tu voulais te construire un corps. Bon, c'est vrai que c'est un peu l'objectif commun de chacun qui débute la pratique de la musculation. Mais est-ce que tu avais des objectifs physiques ou de performance ou de personnes dans ton entourage à qui tu voulais ressembler ou des objectifs que tu voulais atteindre? Alors moi, objectif, oui. Alors objectif, encore une fois, se surpasser, atteindre le maximum.
Maintenant, bon, on sait que pour le maximum, faut passer par des choses difficiles. Une chose est sûre, c'est qu'au départ, j'ai fait ça pour moi, pour m'entretenir, excusez-moi, et surtout pour pouvoir essayer d'en faire mon métier, car avec le judo, je n'arrivais pas à avoir un métier, quoi, j'arrivais pas à avoir un métier stable, donc j'ai voulu me lancer dans toutes ces compétitions et me perfectionner dans tout ça pour pouvoir aussi en faire mon métier. T'avais quel âge quand t'as commencé ? Alors, quand j'ai commencé donc la musculation, j'avais 15 ans, et quand j'ai fait ma première compétition, j'en avais 18. 3 ans de maturation ou l'idée de faire de la compétition est arrivée à peu près quand sur ces parcours de 3 ans ? Dès le premier instant où j'ai commencé, en fait, tout en sachant que j'allais avoir beaucoup de temps entre y penser et commencer et réaliser ça. Maintenant, j'avoue que j'avais déjà une base, donc en 3 ans, je suis arrivé à peu près correct en compétition, mais il est clair qu'on ne peut pas se préparer aujourd'hui naturellement dans des compétitions en 6 mois. Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, c'est souvent ce qui est plus ou moins vendu, c'est l'atteinte des objectifs un peu extrêmes ou surréalistes en l'espace de quelques mois. Alors là, comme tu le dis, t'as quel âge aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, j'en ai eu 25 et je peux affirmer qu'une préparation naturelle peut prendre plus d'1 an, voire 1 an et demi. Et il ne faut pas se leurrer, tous les corps qu'on voit sur Instagram, Facebook, c'est des vitrines cachées, on ne peut pas se fier à ça parce que quand on le fait nous-mêmes, on est vite déçu parce que naturellement, c'est très dur, très très dur. Ouais, c'est ça. Que je parle, c'est dur physiquement, mentalement, dans la vie de tous les jours. Ça prend beaucoup d'énergie de faire des diètes. Le corps est en carence. Il faut rajouter déjà beaucoup de compléments. Et comme je dis toujours, aujourd'hui, en tant qu'être humain, pour moi, nous sommes incapables de s'entraîner toute l'année. Nous sommes incapables de s'entraîner tous les jours, sans repos et surtout sans complémentation interdite. Voilà, parce que le corps, c'est une machine et nous avons une jauge de testostérone qui, pour moi, diminue énormément avec l'activité physique. Et le seul moyen de pouvoir récupérer ça, c'est le repos. C'est quoi qui te passionne dans une préparation pour une compétition ? Parce qu'on entend souvent le dépensement de soi, le fait de prouver qu'on est capable de tout donner, d'arriver au bout de ses possibilités, que ça soit se prouver à soi-même. Il y a vraiment une espèce de combat qui est relaté comme ça dans ceux qui pratiquent la musculation, ceux qui pratiquent la compétition, une espèce de combat intérieur pour aller chercher au bout, essayer de se prouver qu'on est capable. Et personnellement, pour toi, c'est quoi le but d'une compétition ? C'est quoi qui te passionne le plus dans une préparation ? Moi, aujourd'hui, ce qui me passionne le plus dans une préparation, donc, c'est vraiment arriver à... Donc, déjà, c'est la sèche. C'est arriver à vraiment pousser ton corps dans l'extrême, tout en sachant que c'est très dangereux, parce que aujourd'hui, il faut savoir que comme je disais juste avant, quand on mange pas toutes les vitamines nécessaires et qu'on se complémente pas assez, le corps est en carence. Il faut savoir que le corps est une machine, c'est comme une voiture. Si on lui met pas la bonne essence, il avance pas bien. Moi, pour en revenir à ce qui me passionne, c'est vraiment le fait de pouvoir grossir. Le fait de pouvoir vraiment faire ce que l'on veut avec le corps, c'est-à-dire grossir, maigrir, voilà, sans perdre de muscle ou pas, parce que comme je dis tout le temps, naturellement, quand vous faites une sèche, c'est impossible de ne pas perdre de muscle. Les gens qui font des sèches et qui ne perdent pas de muscle, ils passent par des produits dopants. Quand vous n'apportez plus les carences nécessaires justement aux muscles et au corps humain, il diminue dans tout. Alors, il va plus diminuer selon les apports journaliers en graisse ou en muscle, mais quand vous perdez automatiquement du poids, vous perdez du muscle. Ça va avec. Et toi, est-ce que tu as eu des astuces ou des façons de procéder à force de pratiquer qui t'ont permis justement de minimiser cette perte de muscle ? Alors, c'est vrai que chaque corps est différent. Moi, je pars toujours du principe que d'une personne à une autre, c'est pas la même, et surtout, d'une année à une autre, le corps de la même personne ne réagit pas pareil. Moi, les astuces, ça a été très simple. J'ai essayé, donc comme tout le monde, au départ on lit sur internet, tout ça, et on se rend vite compte que c'est un schéma de base que tout le monde nous donne. Et donc moi, ce que je peux conseiller à tout le monde, et comme moi j'ai fait, c'est essayer, c'est-à-dire ça prend du temps, ça prend des années, mais il faut essayer. Il faut essayer différents types de sèches, différentes diètes, différents entraînements. Chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment, et moi ce qui a primé, c'est vraiment d'écouter mon corps, de m'écouter à moi-même et pas d'écouter tout ce qu'on me disait.
Je teste toujours dans des phases de sèche, une diète, je l'essaye un mois ou deux et je vois comment mon corps répond. J'ai aussi maintenant du matériel professionnel car bon, je tiens une salle de sport et je m'appuie de balance par exemple InBody pour pouvoir voir les descentes, les fluctuations et donc pouvoir en juger après de moi-même si la méthode était bonne ou pas. Ok. En ce qui concerne la salle de musculation, là, on y reviendra un petit peu après parce que c'est super intéressant, je trouve. Pour rester un petit peu sur l'entraînement, comme ça, quels sont les différents types d'entraînement par lesquels tu es passé? Est-ce que, j'imagine, alors on en parlait, tu vois, c'est vrai que d'une année à l'autre, ça change. La réaction à des entraînements, enfin la réaction du corps à un type d'entraînement ou à une telle diète, comme tu le disais, ça évolue, ça change. Mais par lesquels tu es passé et lesquels t'ont le mieux réussi et lesquels t'ont réussi mais aujourd'hui ne te réussissent plus trop. Est-ce que t'as fait un bilan sur ça? Alors moi oui, j'ai fait un bilan et qui est vraiment pour moi, je parle toujours pour moi, attention, hein, comme je le répéterai toujours, pour moi la meilleure méthode est l'hypertrophie. Voilà, là, ce qui a marché le mieux sur moi, que ça soit en masse ou en sèche, c'était des séries longues avec une augmentation de poids et une diminution, donc en fluctuant justement le poids sur mes séries. Alors juste pour les gens qui ont un peu de mal avec cette histoire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que c'est qu'une série longue, une série courte, une série moyenne. Qu'est-ce que tu appelles toi dans ce cas-là une série longue? Je vais donner un exemple, par exemple, sur un exercice de base, on va dire les squats. Une série longue pour moi, donc une seule série, je parle. Donc 20, on va partir de 30 répétitions, par exemple, barre à vide. Ensuite, nous allons monter à 20 répétitions, donc nous allons rajouter 2 poids de 10 de chaque côté. Ensuite, nous allons monter à 15 répétitions et nous allons encore rajouter 2 poids de 10 de chaque côté. Ensuite, nous allons monter à 10 répétitions, nous allons rajouter que 2 poids de 5 de chaque côté. Et ainsi de suite jusqu'à une répétition. Et pour moi, ça, c'est une série longue avec une fluctuation de poids. Ok, d'accord. C'est pas nécessairement des séries longues, c'est pas nécessairement des répétitions, des longues répétitions. Enfin, sauf sur les premières séries, mais c'est surtout de faire. C'est quoi, ça s'apparente à du pyramidal finalement? C'est exactement ça, c'est du pyramidal. En fait, pour moi, je pars du principe que le corps est une machine et qu'une machine s'habitue très vite, et surtout le corps humain. Donc, il faut obligatoirement, dans vos exercices, changer à chaque fois le nombre de reps ou alors les poids. C'est vraiment très important. J'ai essayé aussi la force, comme beaucoup de gens font aujourd'hui, mettre beaucoup de poids avec des séries très courtes. Alors, ça marche aussi, c'est très bien. Le seul problème, c'est que j'ai constaté qu'au bout d'un mois, les blessures arrivaient. Parce que le corps est incapable de supporter ce stress, est incapable de supporter tout ce poids en permanence, et donc les blessures arrivent. Ouais, alors je suis vraiment d'accord avec toi. Et juste avant d'attaquer un peu tout ce qui va être blessure, là où je te rejoins sur le problème de la force, en fait, c'est que les entraînements en force qui sont privilégiés pour ensuite faire du travail musculaire ou autre dans les mois qui suivent, ça marche bien au début, en tout cas pour les personnes qui par exemple commencent un programme de force. Ouais, exact. Tu vois, ça répond assez bien parce que au niveau neuro, il va y avoir des nouvelles connexions qui vont se faire très vite. La synchronisation musculaire, on appelle ça tous les muscles qui se contractent dans un même mouvement pour soulever le plus lourd. Tout ça, ça se connecte assez vite. Dans les premières semaines, on arrive à gratter pas mal de poids, de répétitions. On monte, on se dit, oh, c'est génial, on a une marge de progression qui est assez énorme. Et en fait, on se rend compte vite de quelque chose, c'est que ce sont des séries donc très courtes et qu'on va arriver à un palier très vite et que ce palier va être très compliqué à passer parce que finalement, quand on fait par exemple 5 répétitions on va faire 5 répétitions sur un mouvement comme le développé couché par exemple. Bien sûr. Si on souhaite à un poids donc qui est vraiment élevé, qui nous permet difficilement d'en faire plus, lorsqu'on va vouloir soit rajouter du poids, soit rajouter une répétition, là en l'occurrence ça va être mettre une 6e répétition pour essayer d'être en surcharge, et ben ça représente un 6e de la progression en fait, ce qui est assez énorme. Donc le palier il est hyper compliqué à gérer. Tout en sachant qu'aujourd'hui, et ça c'est honnête et à essayer chez vous, parce que c'est une méthode qui marche et vraiment sur beaucoup de gens, je pourrais donner un pourcentage qui est à 89%. Il y a plusieurs types de fibres dans le muscle et le but c'est pas d'en travailler qu'une, c'est de toutes les travailler pour que le muscle soit le plus perspicace possible. Et aujourd'hui, j'ai pu moi constater
que le travail qui faisait vraiment, vraiment travailler tous les types de fibres, c'était du pyramidal avec des séries longues qui n'ont jamais les mêmes répétitions. Comme j'expliquais tout à l'heure dans les squats, 30, 20, 15, 10, 5, une répétition, ça c'est une série. En travaillant comme ça et en augmentant les poids, j'ai remarqué qu'on travaillait vraiment tous les types de fibres. Quand vous travaillez de la force, quand on travaille de la force, on constate rapidement qu'au bout des semaines suivantes, le muscle sature et l'évolution n'est pas constante. En fait, l'évolution est vraiment instantanée sur le premier mois. Et ensuite, comme je vous disais encore tout à l'heure, c'est quelques blessures qui arrivent. C'est voilà. Pour moi, c'est la méthode vraiment old school. À l'époque, les gens mettaient du poids. À l'époque d'Arnold, tout ça, il y avait beaucoup de bodybuilders qui mettaient énormément de charges, mais qui se sont énormément blessés. Aujourd'hui, on favorise plus donc le nombre de reps, vraiment le nombre de reps, le qualitatif. On appelle ça le qualitatif, c'est-à-dire vraiment faire plus de répétitions pour avoir une qualité musculaire qui est vraiment plus importante parce qu'on travaille vraiment beaucoup plus de types de fibres. T'as expérimenté toi la blessure, que ça soit dans des programmes de force comme ça ou au long de Alors justement, oui, j'ai expérimenté carrière. La blessure. Blessure, on va pas appeler ça blessure, on va appeler ça plutôt. Je me suis bloqué le dos au niveau lombaire. C'était à cause du soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, j'ai commencé le soulevé de terre avant 70-80 kilos. Et à ma dernière compétition, donc il y a 2 ans, j'expérimentais le soulevé de terre et je commençais à être à 180 jusqu'à 220-230 kilos. Et c'est vrai que on se surpasse, le mental y est, la force y est. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte que le corps, il a des limites. Donc, quand le corps a des limites, vous soulevez, vous y arrivez, mais à l'intérieur, ça fait pas bon ménage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est arrivé la première fois que tu t'es blessé ou que tu as senti une douleur? Ça a été quoi le parcours? Alors le parcours, c'était une habitude d'arriver en séance, de m'échauffer à 100 kilos et de commencer à monter donc en pyramidale et d'aller jusqu'à mon max à chaque fois. À chaque fois, tant que ça montait, je continuais. Et un jour, je suis arrivé donc un peu moins motivé que d'habitude. J'ai fait ma série parce que je suis un dur au mal. Je fais mes entraînements et j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai toujours, même quand ça allait pas, je suis toujours allé m'entraîner. Et aujourd'hui, avec cette blessure, je peux vous dire et je peux apprendre à beaucoup de gens, quand vous ne sentez pas votre entraînement, quand vous êtes fatigué, il faut se reposer. Moi, j'ai justement forcé avec ça, donc je ne me reposais pas, je m'entraînais, je continuais, et un jour ou l'autre, ça a dit non. C'est-à-dire que mon corps n'a plus voulu, et je peux vous dire que j'en ai eu pratiquement avant de refaire du soulevé de terre pour 6-8 mois, parce que quand vous vous blessez en musculation, il faut savoir que vous avez beau attendre, vous avez beau guérir, le moindre mouvement, la moindre force qu'il peut avoir sur le muscle ou sur la zone qui a été blessée, va vous relancer, va vous refaire une blessure. Et comment ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté par un claquement au dos quand j'ai soulevé justement le poids. T'as entendu un clac, voilà, véritablement? Exactement. Et je ne pouvais plus me redresser à fond sur les premières 10 minutes. Ensuite, ça s'est détendu, donc je pense que ça devait être musculaire au niveau des lombaires. Et je devais me tenir très droit. Voilà, très très droit, limite la tête en arrière avec les fesses très cambrées pour ne pas avoir de douleur. T'as passé une radio, t'as été voir le médecin? Alors, moi j'ai utilisé donc les Compex. Les Compex, c'est du matériel professionnel, du matériel kiné. J'ai placé des Compex sur mon dos. J'ai fait approximativement 2 mois de Compex et je suis allé voir un kiné qui me massait aussi 2 fois par semaine avec ceci. C'est passé. Mais comme je dis... Ouais, tu gardes une fragilité. Ouais, exactement. Voilà. Et j'en suis assez dégoûté parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de mettre des poids faramineux pour pouvoir évoluer. Et comment tu la gères aujourd'hui, là, ta blessure? Tu as trouvé des alternatives d'exercice ou tu as arrêté complètement le soulevé de terre? Tu as une routine de mouvement, d'échauffement? J'essaye aujourd'hui de me tempérer niveau mental parce que c'est vrai que quand on arrive à mon niveau, quand on a fait toutes ces compétitions, qu'on a été, on a été au max, ensuite on redescend toujours, on a toujours la descente après une compétition. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je favorise toujours la qualité musculaire et je favorise toujours les séries longues que le poids. Voilà. Je ne monte plus autant qu'avant parce que je préfère me préserver et durer sur les années tout en sachant qu'un muscle se développe avec les années et non avec les charges que vous mettez sur un laps de temps.
donc je favorise plus. Je me dis que j'y arriverai avec peut-être 2, 3, 4, 5 ans de plus, mais sans blesser. Ouais, c'est ça. Le soulevé de terre, tu l'as quand même gardé d'une manière un peu plus safe. T'as changé un peu ta position ou ta prise. T'es passé à du sumo, par exemple. Je m'oblige maintenant à chaque montée de soulevé de terre à garder le menton et les yeux vraiment au plafond pour garder un maximum mon dos droit. Tu sens vraiment la différence quand tu fais comme ça, ouais. T'arrives à mieux gainer. Le gros problème des charges lourdes, c'est que arriver à 90 quand vous soulevez donc votre première rep, vous vous rendez vite compte qu'à partir de, tout dépend des personnes et tout dépend aussi les morphologies, la force, mais qu'à partir de 150, 170 kilos, à la fin de votre soulevé de terre, vous avez le dos qui commence légèrement à s'arrondir et ça, vous le rattrapez en forçant sur les mauvaises zones. Donc moi, maintenant, je pars du principe que tant que j'arrive à regarder le plafond et à soulever, je continue à augmenter. Du moment où ça commence à être dur, j'arrête l'augmentation des charges. Ok, tu mets une ceinture parce que à la limite, la ceinture lombaire peut aider, si on souhaite vraiment aller dans la performance, ou même effectivement, tu vois, quand on dépasse certaines charges, comme tu le dis. Autant la ceinture va pas t'aider à améliorer. Après, ça dépend vraiment. On sait que tu vas placer ton objectif et ce que tu veux travailler, mais ça va pas t'aider à améliorer ton gainage, puisque en fait, ça remplace, on va dire, un gainage insuffisant par rapport à la charge que tu veux soulever. Mais mine de rien, sur des charges très élevées, c'est quand même un bon moyen de se préserver le dos, quoi. Surtout pour les exercices qui mettent de la compression sur les lombaires, tu vois, comme le deadlift ou le squat. J'ai constaté qu'avec de très bonnes ceintures, on pouvait avoir beaucoup moins de douleur, même pour les exercices d'ischio à la barre, quand vous descendez sur des ischios à la barre. C'est vrai qu'avec une ceinture, donc on a beaucoup moins de douleur et ça garde une posture beaucoup plus favorable pour ne pas se blesser, justement. Mais il est clair que dans tous les cas, ça, je ne le renierai pas. Si je peux donner un conseil aujourd'hui à toute personne qui veut faire des compétitions, s'entretenir, avoir des performances physiques pour des compétitions, il est clair et net. Pour évoluer, et même en augmentation de charge, sans faire de série de force, vous pouvez évoluer, vous pouvez augmenter en poids sur des exercices en faisant des séries longues et en augmentant le poids pyramidal. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors déjà, cette technique un peu de pyramidal, c'est pas quelque chose que moi j'expérimente de manière personnelle ou que j'ai trop étudié, mais en tout cas, le concept que tu parles ici, d'essayer de prévenir les douleurs, d'essayer d'être dans la progression un petit peu continue à moyen long terme, ne pas vouloir se cramer les ailes, tu vois, en faisant des performances qui n'ont pas de sens. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que j'essaye de transmettre le plus possible. Tout à fait. Que ça soit dans mes consultations, que ça soit dans les contenus que je crée, un petit peu la vision que j'ai de la musculation, du sport, au-delà de la performance physique et sur les chiffres. C'est vraiment le message que je veux faire passer, ouais. Bien sûr, moi après je suis tout à fait pour aussi, parce que je peux aussi parler d'autre chose qui va aussi beaucoup aider les gens, surtout ceux qui écoutent ces podcasts et tout ça. C'est aussi les variations. Il y a beaucoup de variations aujourd'hui. Vous savez, vous avez des gens qui portent des poids on va dire 20 kilos sur les biceps et qui font des mouvements avec des balancements de hanches, avec des balancements de corps. Voilà, c'est des mouvements mal effectués où on ne cible pas bien la zone du biceps. Aujourd'hui, vous avez différents types. On peut expérimenter les variations. Donc les variations qui peuvent être, par exemple, sur un exercice de biceps, au lieu de prendre 20 kilos, vous descendez à 10 kilos et on monte sur une montée à 4-5 secondes après. Ça va servir à rien, et sur une descente qui est aussi de 4 ou 5 secondes. Et moi, je peux aussi vraiment dire que quand vous ralentissez votre mouvement, vous travaillez beaucoup la qualité du muscle et vous travaillez aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fibres dans le muscle. Et on en revient à la base de la base qui est de maîtriser une exécution, déjà. Exactement. Pour continuer un petit peu là sur les blessures, donc t'as pas mal parlé, on a discuté du bas du dos, sur comment tu t'étais fait mal en soulevé de terre. Est-ce que t'as eu d'autres soucis? Parce que ce qu'on retrouve souvent, ça va être les épaules, ça va être peut-être une déchirure du grand pectoral. Il y a d'autres choses qui te sont arrivées? Alors,
Épaules, oui, au départ, parce que justement, c'était bon, j'avais mal aux insertions d'épaules, mais c'était plus un mauvais positionnement sur mes exercices. Je compensais beaucoup avec les épaules parce que je faisais mal le mouvement et je chargeais beaucoup. Donc, c'est justement ça que j'expliquais tout à l'heure. Tu parles, tu parles des développés? Oui, exactement. Exactement. Okay. Exactement, les développés, si vous placez mal vos mains, si vous mettez une charge trop excessive et que vous avez les insertions déjà fragilisées, si vous mettez du poids, ben là c'est blessure assurée ou c'est plus de développer pendant pratiquement 1 ou 2 mois et quand vous recommencez, la douleur relance. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une exécution du mouvement pas la meilleure possible. Voilà, c'est vraiment ça. La deuxième chose qui a été dure pour moi, ça a été qu'avec les charges que j'ai pu porter, niveau squat, niveau soulevé de terre, voilà, niveau tout, mes genoux ont commencé à craquer, ont commencé à claquer. Et forcément, hein, vous augmentez donc votre activité physique, vous augmentez toutes les performances physiques, ben, vous augmentez l'usure des articulations, l'usure de tout, quoi. Qu'est-ce que tu recommandes en termes de compléments, toi, par exemple, pour les articulations? En termes de compléments, vous avez le MSM qui se trouve, qui est vraiment pas mal, qui est un complexe pour les articulations, ou sinon, en pur, il peut y avoir aussi la glucosamine. Et même, on peut aller encore plus loin sur... Il y a des complexes, des complexes soit qui sont directement vendus ensemble, ou alors qu'on peut associer. Glucosamine, la chondroïtine aussi, qui est un peu moins connue, mais qui a vraiment des pouvoirs sur des pouvoirs. Oui, des bienfaits. Des bienfaits sur les articulations et le cartilage. Et le MSM, qui est du soufre, qui est du méthyle, je sais plus le nom, MSM, méthyle, sulfo, qui est une forme de soufre en fait, qui est plutôt bien assimilée. Ces trois sont pas mal, ouais, effectivement. Le collagène, on en entend beaucoup parler aussi en ce moment, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, le collagène, il faut quand même en prendre à haute dose, quoi. Mais le collagène aussi permet de réparer tout ça. Ouais. Alors, bon, tu as fait de la compétition. Oui. Tu t'es entraîné régulièrement. Oui. Et il y a pas si longtemps, donc tu as ouvert une salle de musculation, mais avant ça, tu as ouvert une boutique de compléments alimentaires. Oui. C'est bien ça? Alors, comment t'es venue l'idée, en fait? Alors, c'est vrai que je voyais beaucoup de... Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, qui lit beaucoup, et j'entendais beaucoup de gens autour de moi parler des compléments. Et c'est vrai que quand on entend les gens parler de compléments, à chaque fois que vous entendez une personne, c'est jamais pareil. Vous entendez d'autres sons de cloche. Donc, c'est vrai que moi, j'ai voulu me lancer dans la complémentation. J'ai voulu vraiment aiguiller les gens par rapport à mon parcours et par rapport à tout ce que j'avais déjà, moi, essayé. Parce que j'ai une expérience qui est vraiment, au niveau des compléments, j'ai vraiment pas mal essayé chose par rapport à mon parcours en compétition, tout en sachant que je suis resté naturel, donc ça a été très compliqué pour moi. Il a fallu que je prenne beaucoup de compléments. En tout cas, il est clair et net que j'ai voulu enseigner mon savoir aux gens qui commençaient pour donner de bonnes bases aux gens et justement que les gens puissent évoluer correctement. Comment t'es passé de l'idée de te dire tiens, j'ai envie de transmettre mon savoir et puis d'ouvrir ma propre boutique en fait pour transmettre et partager tout ça. Et comment t'es passé de l'idée et en fait à la mise en place? Est-ce que ça a été une occasion t'as trouvé un local? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais tu t'es associé? Comment t'as fait tout ça? Bon, alors moi ça a été très simple. J'habitais donc à Avance-sur-Marseille et j'ai rencontré donc une femme avec qui je suis parti habiter dans la région du Sud-Ouest. Et quand je suis arrivé dans cette région, il est clair que par rapport au Sud-Est, il y avait beaucoup de retard sur les connaissances en termes de complémentation, en termes de musculation. Donc il est clair que quand je suis arrivé là-bas, j'ai de suite eu ce projet. Et en étant honnête avec toi, j'ai mis 1 semaine pour faire sortir ma boutique de terre. Je me suis rapproché donc de fournisseurs en partant au FIBO, en partant dans des salons, en me renseignant. J'ai eu des fournisseurs. J'ai pris donc un local et ensuite je me suis lancé directement. Je me suis installé à côté d'une salle de sport et je me suis lancé directement. Et c'était la première fois que tu lançais ça, tu n'avais jamais ouvert une salle de sport, une salle de boutique ailleurs? Jamais. Ça a été quoi le plus difficile au début? Alors le plus difficile, c'est qu'il faut savoir que, comme je dis toujours, dans ce milieu, vous avez beaucoup de sons de cloche. Et pour que les gens vous fassent confiance, il faut vraiment prouver et il faut vraiment du temps.
Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que sur Internet, il y a quand même toutes les informations qui circulent. Alors il y en a de très très bonnes, il y en a des beaucoup moins bonnes. Il y a celles qui sont neutres, il y a celles qui ont un intérêt, tu vois. Bien sûr. Il y a aussi tous les influenceurs qui vont donner leur avis, mais en fait leur avis il est plus ou moins biaisé parce que derrière ils veulent vendre ou vendre des produits d'une marque, toucher des commissions, ou alors ils ont le but de se faire sponsoriser, ou ils le sont déjà. Donc c'est un petit peu compliqué d'arriver à faire le tri, tout ça. Est-ce que tu as remarqué, toi, que les gens, ceux qui pratiquaient la musculation, ils étaient plus aptes à acheter en boutique plutôt que sur Internet, sachant que c'est un petit peu la guerre des prix aussi, tu sais, en fonction des marques. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est dommage dans un sens parce que l'être humain, aujourd'hui, c'est le paraître. Donc, c'est vrai que quand Internet donne une image de quelque chose, l'être humain va se précipiter dessus sans se demander, en fait, oui, j'ai un produit aujourd'hui, mais comment l'utiliser? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous pouvez donner des BCAA, de la protéine, de la créatine à 10 personnes. Les 10 personnes n'auront pas les mêmes résultats. Et il y a même des personnes qui auront peut-être des soucis de boutons, des soucis de... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une personne qui rentre dans une boutique, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre dans une boutique, vous l'avez minimum une demi-heure, 3/4 d'heure dans la boutique, parce qu'il faut discuter avec cette personne. Nous, on ne peut pas donner de compléments alimentaires, on ne peut pas rajouter des compléments alimentaires à une personne sans avoir d'informations sur cette personne, sans avoir une diète de base, sans avoir un entraînement, sans avoir des années d'expérience. Il faut vraiment être au plus précis possible, parce que votre client, sinon, il rentre dans votre magasin et il vous achète des pots, il les avale, et ça sert strictement à rien. Le muscle est déjà très dur à construire, surtout avec les aliments maintenant qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, tout ça, on n'est plus au top du top comme avant, ça commence à se dégrader. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, le mieux à faire quand on a une boutique de compléments, et ce qui marche le mieux, donc ce que j'ai pu constater avec la mienne, c'est de suivre le client et de le suivre, pas juste de lui vendre des compléments. Et de connaître ses objectifs principaux. Exactement. Alors, tu as ouvert une salle de musculation aussi ? Oui. En fait, j'ai racheté la salle de musculation qui était juste à côté de ma boutique de compléments. Et comment ça s'est passé tout ça ? Comment t'es venu ? Est-ce que l'idée était déjà en train de germer lorsque tu avais ta boutique ? Tu t'es dit, tiens, ça c'est vraiment l'étape au-dessus, tu vois ? Ou ça s'est arrivé un petit peu comme ça à l'occasion et tu t'es lancé là-dedans ? Alors, il est clair que moi, quand j'ai ouvert ma boutique, j'avais 21 ans. Donc, c'est vrai que oui, c'est une salle de musculation, c'est bien tout ça, mais je pensais pas avoir les épaules pour pouvoir faire ça au départ. Et plus les années ont avancé, plus ma crédibilité a augmenté. Et j'ai eu une opportunité de récupérer la salle à côté de chez moi. Et j'ai dit, pourquoi pas ? Tout cela s'est joué en une semaine. J'ai donné ma décision et je me suis lancé dans le projet parce que je me suis dit que c'était ma passion. Et que quoi de mieux qu'avoir mon magasin de compléments pour pouvoir justement apprendre aux gens à se complémenter et évoluer. Et aussi la salle de musculation pour pouvoir les entraîner et avoir un tout en un. Tu l'as ouverte combien de temps ? Enfin, c'était quoi le laps de temps entre le moment où tu as pris la décision et le moment où ta salle était fin prête à accueillir les clients, à peu près ? 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est quand même assez rapide. Oui, oui, beaucoup. Comment ça s'est passé là, 1 mois et demi ? T'as fait face à quoi ? J'ai pris mes 2 mains et mes 2 jambes et j'ai vraiment travaillé jour et nuit de 4h du matin à 23h à porter mes machines tout seul, à les monter, à structurer ma salle de sport comme je la voyais au départ moi, tout en laissant des salles, on va dire un peu sommaires, juste pour en fait accueillir la clientèle future et pouvoir développer la salle pour ma clientèle future et non que pour moi. T'as quand même parcouru pas mal de salles de musculation, j'imagine. T'as vécu à Marseille, c'est ça ? T'es venu dans le sud-ouest ? Oui. J'imagine que t'as fait des compétitions un petit peu partout, donc les salles t'en as vu ? Oui. C'est quoi qui t'a manqué le plus dans les salles de sport classiques, ou la chose qui t'a gêné et tu t'es dit, tiens, je vais ouvrir ma salle et puis c'est absolument la chose que je veux corriger ou que je veux améliorer parce que je veux pas reproduire les erreurs ou les choses qui m'ont gêné quand je m'entraînais un petit peu partout. Alors déjà, moi, je pars du principe, le premier principe, ça c'est mon principe de base,
Vous allez, je parle d'autre chose, mais ça, on va en revenir au point. Vous allez vous inscrire dans un club de foot, vous apprenez à jouer au foot. Vous allez vous inscrire dans un club de handball, vous apprenez à jouer au handball. Vous vous inscrivez dans une salle de sport, vous ne vous inscrivez pas dans une salle de sport, nous ne sommes pas des loueurs de machines. Donc, pour moi, un client qui rentre dans une salle de sport, vous n'avez pas besoin de lui faire payer du coaching. En fait, c'est votre métier. Un client qui rentre dans votre salle de sport, il est là pour que vous lui appreniez à faire de la musculation et non pour se mettre sur des machines et vous attendre. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que quand vous allez dans une salle de musculation, vous êtes livré à vous-même. C'est-à-dire que les faux mouvements sont exécutés, personne ne vient. Vous avez beaucoup de m'as-tu vu. Donc, ce que j'appelle le m'as-tu vu, c'est tout le monde se compare, alors que nous sommes tous pareils. Et ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de s'entraider comme ils peuvent se passer aux États-Unis, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, nous pouvons voir des évolutions de corps spectaculaires, même s'il y a des produits dopants, nous, les Français, nous sommes dans le jugement. Et donc, dans le jugement, nous n'évoluons pas vite. Parce qu'au lieu de s'entraider à évoluer, on s'entraide à se descendre. Voilà. Et c'est ce qui m'a déplu dans les salles de sport. Ça, c'était le premier point. Le deuxième... En fait, excuse-moi de te couper, c'était un petit peu la compétition officieuse entre les pratiquants qui se jugent et essayer de se tirer vers le bas. Est-ce qu'il y a un aspect derrière pour... Est-ce que tu parles de compétition future ou est-ce que tu parles uniquement d'ego d'ego. D'apparence, exactement. Aujourd'hui, une personne qui fait de la musculation 1 an, vous l'écoutez dans une salle, c'est un coach. Aujourd'hui, en France, un coach, c'est une personne qui va vous faire une diète et un training. Pour moi, aujourd'hui, un coach, c'est une personne qui va vous accompagner dans votre but et non vous donner une diète et un training. Ça fait partie du coaching, une diète et un training, mais aujourd'hui, un coach, c'est quelqu'un qui est derrière vous pendant les entraînements, qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va vous pousser à vous surpasser et vous pousser à aller toujours plus loin. Voilà, toujours plus loin. Toujours plus loin. Et non vous donner une diète toutes les 2 semaines et un entraînement. Comment tu as fait pour contrecarrer ça, cet aspect que tu as mentionné là sur la compétition de chacun? Finalement, chacun se compare en fait et il n'y a pas d'unité en fait, c'est ça, c'est chacun un petit peu dans son coin, c'est ça qui te gênait le plus? Bien sûr. Et comment ça a été quoi les solutions que tu as trouvées toi? Alors moi, pour ma salle de sport, ça a été très simple. Déjà, je ne suis pas... J'ai une salle de sport qui est très familiale pour l'instant parce que je l'ai ouvert il y a 7 mois, donc nous avons approximativement... C'est encore tout neuf, ouais. Voilà, 300 adhérents. Maintenant, une chose est sûre, c'est que chaque contrat signé, je parle à la personne, voilà, je lui dis qu'ici nous sommes une famille et que quand on rentre dans ma structure, le bonjour est obligatoire parce que j'estime que c'est une forme de respect et ça peut ouvrir les gens qui sont un peu timides, ça fait toujours plaisir un bonjour et c'est une forme de respect. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en disant bonjour, justement en ayant un contact avec la personne au premier abord, on pouvait justement avoir une discussion en suivant et on pouvait créer une petite famille, ce qui se passe nous en ce moment dans la salle de sport. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait de pouvoir optimiser toi-même ton physique et tes entraînements? Alors je m'explique un petit peu parce que c'est pas très clair jusque-là. Est-ce que tu avais en tête de contrôler ton environnement, de contrôler un petit peu ton travail, en fait, là où tu allais passer le plus de temps? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait de pouvoir optimiser ton physique, tes entraînements, pour maintenir ta passion, pour faire d'autres compétitions? Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Bien sûr. Il est clair qu'aujourd'hui, quand j'ai fait tout ça, le but précis, c'était de pouvoir allier aussi ma passion avec mon travail et partager ma passion. Après, une chose est sûre, c'est qu'au départ, j'ai voulu instaurer en moi et ce qui se passe en ce moment, la charge de travail en France, tout ce qui est à faire dans une structure qui est de pratiquement 3000 m², il est clair qu'aujourd'hui, je m'entretiens. Voilà. Je compte recommencer les compétitions, je n'arrête pas de m'entraîner, je n'arrête pas de manger, je garde mes objectifs, mais comme je dis dans la vie et comme je disais tout à l'heure, le corps a besoin de repos, surtout dans l'état naturel. Et pour moi, je le prends plus comme une phase de repos pour mieux rebondir après. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas arrêté complètement là? Tu t'es pas dit, tiens, pendant 6 mois, parce que c'est ce qu'on voit souvent, hein, ceux qui lancent des projets assez conséquents, ou même des personnes qui se lancent dans une salle de sport, qui essaient d'ouvrir quelque chose, bon, ils se rendent compte que le travail il termine jamais en fait, et ils arrêtent de s'entraîner complètement en se disant qu'ils vont y revenir plus tard. Et toi, tu arrives quand même à garder l'entraînement et
Ouais, parce que moi, enfin, c'est peut-être une éducation. Après, c'est peut-être chacun est comme il est, mais moi, c'est peut-être une éducation. Je pense qu'en fait, j'ai juste besoin de me prouver que tout ce que je commence, je le termine. Même si en musculation, on n'arrive jamais au maximum et on ne peut pas terminer ça. Mais je me dis qu'en continuant, je n'abandonne pas. Et le fait de ne pas abandonner, quand on repart sur des phases de compétition et qu'on regarde derrière nous et qu'on se dit, aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que je suis, on va le dire, off, c'est-à-dire que je ne m'entraîne plus comme avant, et qu'on arrive à reprendre ça petit à petit et à remonter au plus haut niveau, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait un champion. Voilà. Aujourd'hui, ce qui fait un champion, c'est quelqu'un qui arrive à se contrôler, à se maîtriser et à s'écouter, à écouter son corps. N'importe quel champion, que ce soit Arnold, que ce soit tous ces gens-là, Ronnie Coleman, tout ça, ils ont eu des phases où ils ne s'entraînaient pas beaucoup, mais ils continuaient à aller à la salle de sport. C'est aussi pour le mental, je pense. Et aussi peut-être la passion qu'ils ont développée. La passion aussi, oui, ça c'est indéniable. Tu penses que t'es passionné ? Oui, je suis passionné parce que c'est vrai que ça donne quand même une certaine rigueur dans la vie, ça nous permet de manger quand même correctement, ça nous permet d'avoir des heures de réveil qui sont correctes, ça nous permet d'avoir vraiment une hygiène de vie qui n'est pas parfaite mais qui est quand même mieux que certaines personnes aujourd'hui quand on voit qui sortent pratiquement 3-4 fois par semaine et qui boivent de l'alcool je préfère être dans mon monde de bodybuilding où je m'entraîne de temps en temps et je garde mon hygiène de vie et ma passion que tout arrêter et changer parce que je fais une pause. Voilà. Alors c'est hyper intéressant parce que là tu as parlé un petit peu que ça rentre dans le cadre quotidien de la vie, tout ça, et en fait surtout ce qu'on remarque c'est sur les gens qui pratiquent pas, tu sais c'est un milieu un petit peu compliqué hein, quand on le voit de loin, surtout les compétitions. Alors, moi je suis pas compétition, je m'intéresse de loin comme ça parce que j'aime bien le truc, mais il y a quand même une distance assez énorme entre la compétition et le fait de vouloir se bâtir en physique, le fait de vouloir s'entraîner. C'est presque deux sports complètement différents, mais, tout à fait. Mais pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans une salle de sport, dans une salle de musculation, c'est un côté un petit peu ésotérique, la musculation. Et souvent, les questions, c'est à quoi ça sert, ça ? Pourquoi ? Je veux dire, ça n'a aucun véritable intérêt de faire la musculation. Pourquoi, en fait, y aller tous les jours et soulever des poids ? Et c'est vrai que si on prend un peu de recul et qu'on regarde sous ce filtre, on se dit ça n'a pas réellement de sens. Mais quand tu pratiques, et pour avoir côtoyé pas mal de pratiquants et pour moi-même m'entraîner régulièrement parce que j'aime ça, en fait c'est plus qu'un entraînement, c'est plus que aller soulever des poids, ça va être mieux se connaître comme tu le disais, ça va être apprendre à savoir repousser certaines limites ou en tout cas essayer de donner tout ce qu'on a, mieux apprendre son corps parce que la compréhension de la musculation passe très souvent par la compréhension de la physiologie ou de l'anatomie, même à ses principes de base. Bien sûr. Et ça va être aussi la discipline, quoi. C'est-à-dire que quand on va tous les jours en salle de musculation, qu'on se fait un programme, alors qu'on se fait faire un programme ou alors qu'on se fait soi-même un programme, qu'on décide de s'intéresser à un minimum, il y a une discipline qui se fait. On apprend à faire les choses, à avoir la patience de certains résultats qui peuvent prendre du temps. Et moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant. Et c'est peut-être aussi ça t'a éduqué aussi d'une certaine manière, parce que c'est un petit peu cette même discipline qu'on va retrouver sur des gros projets comme tu as, qui a été de lancer une salle de musculation, d'ouvrir ta propre salle et de lancer une boutique. Bien sûr. Ça donne une grosse rigueur dans la vie, on va dire. Ça donne une très grosse rigueur dans la vie parce que c'est un sport qui est très dur et très ingrat. Voilà. Si vous êtes capable de supporter ça pendant 5-10 ans, vous pouvez dire que vous êtes passionné et vous avez vécu tous les états, que ça soit prendre du muscle, perdre du muscle et j'en passe, les blessures et tout ça. C'est pour moi, bon après ça, encore une fois, je pense que c'est une éducation, mais pour moi, de toute façon, les gens qui font de la musculation et d'autres sports, on fait un sport pour soi-même, on fait un sport pour apprendre à se connaître comme tu disais tout à l'heure, et on évolue pour soi et non pour les autres. Du moment où on a des pratiquants qui font ça pour les autres, ça dure pas plus d'1 an ou 2.
Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est au départ, il y a toujours, quand on démarre la musculation, il y a souvent une motivation qui va être extérieure. Oui. Voilà, c'est soit un complexe, soit on va vouloir chercher à plaire à X personnes ou alors à gagner en confiance, etc. Une séparation, un problème de cœur, un problème de famille. En fait, moi, de ce que j'ai pu constater, pratiquement, c'est du 50-50, mais pratiquement les gens qui ont commencé la musculation, qui ont fait des compétitions et qui sont passionnés aujourd'hui, c'est des gens qui se sont sortis d'une galère avec ça. T'as des exemples précis de personnes comme ça ? Ouais. Par exemple, je connais très bien par les réseaux sociaux donc Stanimal, qui est un Français qui est allé aux États-Unis, donc il y a maintenant un nombre d'années imparti, pour justement évoluer. C'était un Français donc qui était normal à la base. Il est juste pour te couper, j'ai toujours eu un doute s'il était français ou belge. Alors Suisse. je crois qu'il est suisse, mais je crois qu'il habitait en France pendant un certain nombre d'années. Ouais, je crois que tu as raison, oui. Je suis pas sûr, mais c'est ce que il me semble que j'avais entendu ça. Je crois que tu as raison sur ce point-là. Ouais, heureusement que tu le soulignes. Cette personne-là, c'est une personne qui a commencé ce sport, qui a dit sur des interviews, moi je vais aller aux États-Unis et je vais montrer que. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne est partie aux États-Unis parce qu'il avait un très gros complexe physique. Voilà, c'était une personne de maigre, comme le 3/4 des gens qui commencent la musculation, qui veulent se bâtir un corps. Et je pense qu'aujourd'hui, cette motivation personnelle qu'il avait l'a poussé jusqu'à où il en est arrivé maintenant. Il est toujours à Los Angeles, là, non ? Exactement, à Venice Beach. Il s'entraîne exactement au Gold Gym. Gold Gym, ouais. Et à partir de quand tu penses qu'il y a eu une espèce de tournant entre... alors que ça soit pour lui, puisque tu le connaissais, ou alors que ça soit pour tous ceux que tu as déjà côtoyés et que tu as entraîné, enfin... Oui. À partir de quel moment il y a une espèce de bascule entre la motivation externe, comme ça, un complexe, quelque chose à résoudre, et le plaisir, parce que au début, c'est difficile d'allier le plaisir à la musculation, parce qu'on a quand même une sorte de zone de confort qu'on vient casser, des choses qui sont pas très agréables. Et à quel moment ça switch entre je le fais plus pour cette raison particulière, mais je le fais parce que j'aime ça, et que ça fait partie de mon quotidien, en fait. Alors, je pense que cette sensation commence à arriver quand au bout d'1 an ou 2, voire 3 ans, le corps, je vais le dire à mon terme à moi, commence à exploser, donc commence à prendre du volume. Donc, on commence à voir qu'on change. Et c'est vrai que quand l'être humain voit que ce qu'il a fait pendant tant d'années, et comme ça a été dur, change, il commence à être passionné, parce que comme n'importe quel être humain, il est fanatique de ce qu'il a pu acquérir seul. Avec sa propre envie, avec les informations qu'on lui a données, bien sûr, mais ça reste lui qui a effectué tout ça. Donc c'est vrai que je pense que ça arrive au moment où on commence à se rendre compte que ça marche, qu'on évolue, que ça a été dur, mais que ça marche. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on commence à être passionné. Lorsqu'il y a une récompense qui est visible. Vraiment. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas à obtenir cette récompense, ou alors qui ne la voient pas... personnes qui évoluent très doucement ou alors ont du mal à voir le... Enfin, c'est pas assez rapide pour eux, même si dans ce cas-là, c'est pas la musculation qu'il faut faire, mais... encore une fois, je pense que ces gens-là, c'est, encore une fois, je vais le répéter, mais je pense que c'est une éducation et c'est des gens qui veulent tout avoir de suite, donc qui arrivent dans un sport, que ça soit musculation ou que ça soit autre chose, on peut pas parler autre chose que le sport, mais je pense que c'est des gens qui croient que tout leur est dû et surtout qui croient qu'en arrivant dans une salle de sport, on va tirer 3 haltères et on va soulever 2 fois et on va prendre du muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour fabriquer 500 grammes de muscle dans une année, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Plus tu progresses, moins tu progresses, quoi. Exactement. Et on peut perdre d'année en année, des fois. Parce qu'il ne faut pas rappeler que nous allons dans le sens, l'être humain vieillit. Et quand on vieillit, notre jauge de testostérone descend et notre jauge d'oestrogène reprend le dessus. C'est pour ça qu'à partir de 30 ans, on commence à stocker beaucoup plus de graisse que fabriquer beaucoup plus de muscles. Parce qu'il faut savoir que l'homme a beaucoup plus de testostérone que d'oestrogène et que la femme a beaucoup plus d'oestrogène que de testostérone. L'homme, à partir de 30 ans, dès qu'il a ses premières baisses de testostérone, ça commence à devenir très compliqué d'avoir une silhouette
fine, d'avoir des abdos, il faut beaucoup plus travailler, beaucoup mieux manger et on a beaucoup moins le droit à l'erreur par rapport aux écarts. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais, puisque c'est les résultats, et même de manière générale, hein, ça va être tout est plus lent. Hein. Alors 30 ans, bon, 30 ans, je serais un petit peu plus optimiste. Je dirais plus vers 40. Alors il y a toujours, Exactement. il y a toujours moyen de progresser, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect ralentissement de tout, quoi, de la progression, ralentissement de la récupération. C'est ça. C'est souvent à cet âge-là que les premiers produits dopants arrivent. Voilà, chez l'homme, parce que la progression est moindre à partir de 30 ans. Il est clair qu'après, si on parle de naturel, on peut évoluer jusqu'à 40 ans et rester bien, très bien même. Mais en termes de compétition, à partir de 30 ans, n'importe quel compétiteur, et maintenant bien avant, parce que nous rentrons dans un autre monde. Maintenant, les produits sont beaucoup sur le marché. Mais c'est vrai que maintenant, à partir de 30 ans, pour faire des compétitions, ça devient dur naturellement. Le corps subit et n'encaisse plus les charges, les chocs, les entraînements, les diètes, le stress, le travail. Alors toi qui as fréquenté un petit peu là, le milieu de la compétition, oui. T'as été dans une team ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas réellement la question, mais c'est plutôt t'as côtoyé un petit peu le dark side C'est ça. de la musculation. C'est quoi ton avis, ton retour d'expérience sur ce côté-là? Ouais. C'est quoi ta vision? T'as un petit peu côtoyé ce monde-là, t'as vu comment se passaient des personnes ouais, voilà. Et ensuite, t'as ouvert ta salle de musculation avec le grand public. Ouais. Donc, je vais parler sans filtre sur ça. Oui, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui prenaient des produits. Oui, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pourrais dire que ce monde est fou. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que maintenant, pratiquement, allez, 60% des jeunes arrivent dans une salle de musculation avec 1 an de musculation, commencent à se piquer. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la compétition, pour bien ouvrir les yeux à tout le monde, vous jouez avec votre vie. Quand je dis vous jouez avec votre vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un athlète moyen qui va se préparer pour une compétition, qui va vouloir avoir du résultat, qui va vouloir être sec, avoir du volume et pouvoir espérer une place en compétition, je vais parler en prix, je vais pas parler en molécules, je vais pas parler en produits, je vais parler en prix. Au moins, ça va pouvoir peut-être donner une approche aux gens. Des compétiteurs de haut niveau peuvent aller jusqu'à 1 500 € de stéroïdes par semaine. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Vous comptez tout dans ça. Je dis toujours, quand vous changez un moteur sur un scooter, vous changez aussi le variateur, vous changez aussi le pot, vous changez tout parce que sinon rien ne tient. Il n'est pas fait pour aller plus vite. Pareil pour le corps humain. Quand vous injectez de la testostérone, vous êtes obligé d'injecter des anabolisants à côté, vous êtes obligé d'injecter des anti-oestrogènes, vous êtes obligé d'injecter de l'hormone de croissance, vous êtes obligé d'injecter beaucoup de molécules pour que votre corps reste stable. Tu me disais que tu avais vu des trucs, enfin que c'était un monde un peu fou là. C'est quoi t'as des exemples, des anecdotes qui t'ont marqué particulièrement? Oui, je peux parler d'une anecdote d'un jeune de 21 ans qui se préparait pour une compétition et qui, là pour le coup je vais peut-être parler en dosage, qui se piquait pratiquement 19 fois par jour avec tout, quoi, et qui prenait pratiquement 20 cachets. Et pour moi, ça devenait quand même incroyable. Moi, je suis quelqu'un je suis très terre à terre, c'est-à-dire que je sais qu'on peut énormément évoluer, mais je sais qu'au bout d'un moment, il faut pas se leurrer, il faut passer sur la chose supérieure. Mais une chose est sûre, c'est que quand à 21 ans, on atteint ce niveau-là, on peut être sûr qu'à 40 ans, on a un cancer. T'en connais des pratiquants qui se sont dopés, qui ont eu des soucis derrière, des années plus tard, ou même pendant une cure, comme on appelle ça? Tous les gens que j'ai côtoyés, et bon, on va être honnête, 100% des gens le font, que j'ai pu côtoyer en compétition. Voilà. Aujourd'hui, on va donner sur 50 personnes, il y en a peut-être 4 à 6 qui ont eu un arrêt cardiaque, un cancer. Je parle d'une tranche d'âge entre 30 et 55 ans. Bon, tout le monde le sait, ou presque, en tout cas, si les gens ne le savent pas, on va leur apprendre aujourd'hui. Donc en compétition, tout le monde, quasiment tout le monde, ça dépend des compétitions, mais on va dire la grande majorité de toutes les compétitions, chacun est obligé de recourir à des produits dopants, en tout cas s'il veut
rivaliser avec les adversaires, sinon ça n'a aucune chance. Après, est-ce que c'est une bonne chose, ça? Bon, pour moi non, mais après chacun pour moi non plus. Les années nous le diront. Est-ce que c'est quelque chose de, même dans ce milieu-là, qui reste tabou, ou les pratiquants, les compétiteurs en parlent entre eux? Les compétiteurs qui le font pour eux et qui n'ont pas de pudeur parce qu'ils le font pour eux en parlent ouvertement. Mais une chose est sûre, c'est que 95% des compétiteurs ne prennent rien. Parce qu'il faut savoir qu'on est toujours dans la comparaison et toujours dans ce qui sera le plus fort. Donc quand une personne vous voit en compétition et vous dit aujourd'hui tu prends quelque chose, quand la personne va te répondre oui, hop, de suite, elle est pareille que toi. Alors que quand une personne en compétition va te dire ah non, je ne prends pas de produit, effectivement, tu prends pas de produit, tu es plus fort que moi. Parce que moi j'en prends et toi tu n'en prends pas. Et tu es plus costaud que moi. Tu comprends où je veux en venir? C'est-à-dire que tu as les deux types de personnes. Tu as les deux types de personnes qui vont être. T'as des personnes honnêtes qui le font pour eux, comme je dirais toujours, et qui vont t'en parler parce que pour eux c'est la normalité et ils ont la tête sur les épaules et ils veulent t'ouvrir les yeux sur ça. Et tu as les autres qui vont vouloir se comparer, vouloir faire les beaux et qui vont te dire non, je ne prends rien. Et c'est souvent ces gens-là qui prennent énormément de choses et qui se voilent la face en fait. Alors sachant que c'est pas devant un jury. Il n'y a aucune conséquence pour les places sur le podium ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une question d'ego en fait. Exactement. Ouais. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez... qui est peu rapporté quand même. Hein. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Bon, pour reprendre, donc ton parcours il est assez complet finalement. Hein. T'as fait pas mal de compétitions, tu t'es bien classé sur certaines d'entre elles. T'as ouvert une salle de musculation, une salle de sport. Je cru entendre, enfin, t'as aussi des cours de, non pas des cours de squash, mais t'as des terrains de squash. Tu as des cours collectifs, etc. Donc on peut dire que tu arrives à gérer quand même pas mal de choses, que tu as lancé pas mal de projets. Oui. T'es quelqu'un qui entreprend et aujourd'hui ce qu'on voit, alors que ça soit dans la musculation, mais même tu vois on va généraliser et un petit peu élargir le sujet. Il y en a beaucoup qui hésitent à passer à l'action, à maintenir des programmes alimentaires, à suivre une diète, à s'inscrire dans une salle. Enfin, tu sais, toutes ces hésitations qui sont finalement ancrées en nous, on ne sait pas trop pourquoi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui as lancé moult projets, qui a fait énormément de choses, tu leur dirais quoi, ces gens-là? Moi, je dirais à tous ces gens qui ont envie, qui n'aiment pas les salles, qui ne veulent pas passer le cap, qui ne regardez pas les autres. Pour moi, on va dire, l'image que j'ai eue de ma vie, ça a été fais de ton rêve une réalité. Et pour faire de mon rêve une réalité, je n'ai pas parlé aux autres, je n'ai pas regardé les autres. J'ai imaginé mon parcours et je l'ai recréé dans la réalité. Alors beaucoup diront en entendant ça, oui, c'est facile à dire, mais beaucoup plus dur à faire. Oui, mais au lieu de parler, parce qu'on entend beaucoup de gens parler aujourd'hui et ne rien faire, il faut agir. Et moi, quand j'entends par exemple des gens dire oui, mais c'est dur, c'est pas dur, c'est dur pour tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque être humain, même des personnes qui ont de l'argent, c'est dur. La vie est dure. Et pour arriver à faire quelque chose, il faut vraiment aller au bout de ses objectifs. Ne jamais rien lâcher. Votre assiette, il vous reste un œuf dedans, vous le finissez. Votre série, il vous reste 2 reps, vous les faites. C'est trop lourd, vous n'arrivez pas, vous descendez les poids. Dans la vie, j'estime que quand vous terminez quelque chose, vous terminez tout et vous arrivez à votre projet de vie. Et ça a été ma règle d'or. Super. Bah écoute, pour terminer, je vais te poser 3 petites questions que j'essaie de mettre à chaque et que je vais essayer de mettre à chaque épisode. Alors la première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné et que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait la musculation aujourd'hui ou cette semaine et qui ne connaît pas encore beaucoup de choses? Ne jamais. Alors moi, le conseil que je peux donner, c'est ne jamais
Jamais prendre de coach que vous entendez dans les salles. Oui, moi, tu me donnes temps, je vais te faire évoluer, je vais te passer des produits. Non. La musculation est un travail de longue haleine et il faut vraiment, vraiment, vraiment commencer par un commencement. Vous n'avez pas besoin de coach. Vous avez juste besoin d'écouter des bonnes personnes, d'avoir des conseils. Et ce que je peux donner comme conseil, c'est à toute personne qui veut commencer la musculation et se faire un corps, Paris ne s'est pas fait en 2 jours. Et n'attendez pas des résultats en 6 mois. C'est juste pour que les personnes qui commencent ne se dégoûtent pas trop vite de la discipline. Les premiers résultats, on constate aujourd'hui que les premiers résultats, c'est une personne qui pratique la musculation, se font en 1 année. Voilà. À partir d'1 année, on commence à avoir des premiers résultats. Deuxième question, tu dirais quoi à quelqu'un qui vient de se blesser et qui présente une douleur à l'entraînement ? Alors pour le psychologique, je le dirais de continuer à aller à l'entraînement parce que c'est beaucoup psychologique un entraînement. Maintenant, je dirais à toutes ces personnes de limite faire tous les exercices sans charge. Tu peux développer un petit peu plus, s'il te plaît, parce que je trouve ça original. Moi, en fait, je pense que le psychologique y est pour 95% de la chose, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous n'allez pas vous entraîner correctement et vous allez vous blesser. Donc maintenant, on part sur le fait que vous vous êtes blessé. Pour moi, le fait d'arrêter donne une autre dynamique et vous allez perdre du muscle, vous allez perdre l'envie d'y aller, vous allez perdre l'habitude. Aujourd'hui, pour moi, pour garder cette habitude sans risque, je vous conseillerais d'aller à la salle, de continuer à soulever donc du poids ou alors juste la machine, donc des machines guidées, pour ne pas vous blesser et avoir un mouvement qui est beaucoup plus structuré par rapport à un mouvement libre, et de continuer à aller s'entraîner sans charge pour que le corps garde cette habitude d'aller à la musculation, d'avoir ce plaisir de soulever et de continuer à travailler même si c'est moindre le muscle. Troisième petite question, et la dernière, est-ce qu'il y a une référence que tu recommandes particulièrement à quelqu'un qui souhaiterait améliorer ses connaissances dans le domaine de la musculation, de manière générale? Une référence en termes de coaching ou... Ça peut être un livre, ça peut être un coach, ça peut être ce que tu veux finalement. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'acheter les livres de Monsieur Delavier, qui apprennent toute l'anatomie et aussi bien la morphologie, qui peuvent permettre de comprendre mieux notre corps et comprendre aussi comment fonctionne le muscle. Je pense que c'est la base. Ouais, rien que le guide des mouvements de musculation apprend déjà pas mal de choses sur l'anatomie, sur la mécanique des mouvements, sans que ça soit quelque chose de réservé aux professionnels. Ouais. C'est ça, exactement. Ok. Bah écoute, c'était hyper intéressant. Ben, merci à toi. Tout ça. S'il y a des gens qui veulent te contacter, qui ont des questions à te poser, où c'est qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ces personnes-là pourront me retrouver donc sur ma page Facebook qui est l'Atelier de la Forme, le complexe avec un E, ou alors directement avec mon numéro de téléphone. Je suis quelqu'un de très abordable et on peut le retrouver sur Internet, donc en marquant aussi l'Atelier de la Forme, le complexe Saint-Paul-les-Dax. Ok, bah, je laisserai tous les liens en description de l'épisode. Merci, c'est cool. Alex, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci à toi, Jérôme, ça fait toujours plaisir. C'était vraiment intéressant ce que tu as raconté, et peut-être, qui sait, on pourra refaire un épisode dans quelques mois ou quelques années. N'hésite pas à me recontacter. Ouais. N'hésite pas à me recontacter, et puis voilà, à très bientôt. Tu sais que je suis ouvert à tes questions et aussi à tes podcasts pour aider les gens et permettre aux novices et surtout aux autres qui ont des a priori ou des questions de pouvoir y répondre. Super, je te remercie. Je te dis à bientôt. Merci à toi. J'espère que cet épisode avec Alexandre vous a intéressé. Moi, j'ai adoré lui poser mes questions. Il m'a appris énormément de choses, surtout sur le monde obscur de la compétition. Et j'espère qu'il a su répondre à certaines de vos interrogations concernant la musculation, l'entraînement et même la motivation. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes, et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux.
Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.